On va pas avoir le temps, par contre, pour des questions, enchaîner sur Étienne, qui, dans le lien de l'information, va nous éclairer un peu sur le côté médico-légal. Alors, bonjour à tous. Merci à la JCR de m'avoir invité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou même ceux qui me connaissent, moi maintenant je suis installé depuis 1 an et demi dans le sud. Alors dans le sud du groupe hospitalier Saint-Joseph, puisque je suis à la clinique Arago, avec bonheur. Alors, je vais vous parler à la demande de Jean de complications et des conséquences médico-légales des complications. Alors, c'est un très très vaste sujet pour lequel on fait des formations plutôt d'une demi-journée ou une journée entière. Et donc j'ai envoyé un mail à Jean en lui listant un petit peu tout, les aléas, les responsabilités sans faute, l'information. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et il m'a répondu oui quasiment à tout en une demi-heure. Donc j'ai essayé de chercher pour simplifier, et donc il va y avoir forcément beaucoup de simplification dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et je m'en excuse auprès d'éventuels juristes présents. Pour essayer de simplifier, je me suis dit qu'est-ce qu'ils viennent chercher à ce sujet-là. Et je me suis dit ils viennent chercher le secret du bonheur, n'est-ce pas? Le bonheur en chirurgie, c'est probablement d'être tranquille. Voilà. Donc le bonheur en chirurgie, c'est de venir à la journée de la JCR, félicitations. Ça pourrait être de venir à la clinique Arago, mais ça, les places sont chères. Et puis sinon, le bonheur, c'est d'être rassuré dans des situations chirurgicales, même quand vous avez des complications. Et si vous deviez retenir uniquement un message de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que des complications, vous allez en avoir beaucoup. Ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir une implication médico-légale. Le plus souvent, une complication n'aura pas d'implication médico-légale, à condition que vous ayez une réaction, une démarche positive et adaptée. Alors là, je vous montrais sur ce schéma que la chirurgie provoque des complications. Hein, alors ça, c'est inévitable. Hein, il n'y a que les chirurgiens qui n'opèrent pas, qui n'ont pas de complications. Et le cercle vicieux qui vient derrière, c'est que la complication, pour vous, est interprétée bien souvent quand vous n'avez pas de formation médico-légale, comme un risque contentieux important. Alors, je vais essayer de lutter contre ça. Ce risque contentieux est pour vous une source de stress important. Ce stress favorise des mauvaises pratiques, vous avez des mauvaises réactions, vous prenez des mauvaises décisions parce que vous avez peur de ce risque contentieux. Et ces mauvaises pratiques vont provoquer de nouvelles complications qui le plus souvent vont avoir des implications médico-légales pour le coup très importantes. Alors que la complication initiale, le plus souvent, n'avait pas d'implication médico-légale, les complications qui sont liées à une mauvaise réaction de la complication initiale sont souvent gravissimes sur un plan contentieux. Donc moi, mon objectif, c'est de lutter contre tout ça, de vous montrer qu'entre la complication et le risque contentieux, ce n'est pas automatique, qu'entre le risque contentieux et les conséquences réelles sur vous, ce n'est pas automatique non plus. Donc même si vous êtes en contentieux, gardez une pratique normale. Alors ma conclusion. Alors j'aime bien commencer par la conclusion parce que j'ai peur d'être toujours pas très clair. Et donc au moins vous savez qu'est-ce que je veux dire à la fin. Ma conclusion, ce sera une complication sans faute, et c'est l'immense majorité des complications. Une complication sans faute n'est pas une faute. Et donc, il n'y aura pas de responsabilité. Vous pouvez vous détendre. Une faute, s'il y a une anomalie dans la prise en charge, ça arrive aussi. Une faute n'est pas toujours responsable d'un préjudice. Et donc, là encore, vous pouvez vous détendre un petit peu. Il n'y aura a priori pas de responsabilité. Et j'essaierai à la fin de ma présentation de vous faire garder une vigilance, bien sûr, mais de vous rasséréner pour que vous puissiez pratiquer dans le bonheur. Alors, on va donner quelques cas illustratifs. Je vais être obligé de vous apporter quelques bases légales pour comprendre la suite. Et si on a le temps, on doit finir à quelle heure déjà? Il y a 5 minutes, c'est ça.
Et si on a le temps, je vous donnerai plein de conseils sur la prévention primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire dans tous les cas à tous vos patients. La prévention secondaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une complication et qu'il y a un risque contentieux. Et la prévention tertiaire, c'est-à-dire le risque contentieux s'est déclaré, il y a un contentieux, et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de moins de conséquences possibles sur vous et sur vos pratiques ultérieures. Et encore quelques cas illustratifs si on a le temps. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente Joseph, 58 ans, coronarien, stent, aspégique, le patient idéal qui a un canal lombaire étroit, L3, L4, en aggravation sévère. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir l'opérer. Ce n'est pas la question du jour. Vous décidez de l'opérer, vous l'informez qu'il y a un risque, vous informez de tous les risques et entre autres du risque de paralysie post-opératoire. Il est opéré. Vous lui faites un recalibrage et une arthrodèse L3, L4. Tout va bien, il se réveille sans déficit. Et 10 heures après cette intervention, majoration des douleurs, paraparésie à 3/5. Complications. H11, IRM. Bien réactif. IRM, doute sur un hématome. Doute sur un hématome, on ne s'abstient pas, on opère. H12, reprise chirurgicale, évacuation de l'hématome. Le patient ne s'améliore pas de façon très significative et il est transféré en soins de suite à J5 post-opératoire avec une paraparésie qui s'est discrètement améliorée par rapport à la complication. Vous voyez, il a 3+/5. Alors, est-ce que c'est une complication? Oui. Est-ce qu'il y a un préjudice à cette complication? Très nettement, oui. On est d'accord. Est-ce qu'il y a une faute? Alors on va voter. Qui dit qu'il y a une faute? Alors, soit ils dorment, soit ils sont compétents, parce qu'effectivement, il n'y a pas de faute. Tout a été fait correctement. Immédiatement après le déficit, une IRM a été réalisée. Et l'IRM n'ayant pu éliminer de façon formelle un hématorachis, vous opérez. Vous évacuez l'hématome. Hélas, le patient ne s'améliore pas aussi bien que vous le voudriez. Il n'y a pas de faute. Est-ce qu'il s'agira d'un aléa au sens du 4 mars? On ne va pas rentrer dans cette discussion, on n'a pas le temps. Hein. Peut-être oui, peut-être non, mais ce n'est pas votre problème de responsabilité personnelle. En tout cas, vous voyez que dans cette situation, vous avez eu une complication, mais votre responsabilité, parce que vous avez eu une démarche à la fois diagnostique et thérapeutique adaptée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre vous. Alors, un dossier différent. Joseph, 58 ans, coronarien, stent, aspégique, canal lombaire étroit, en aggravation, décision chirurgicale, informé, recalibrage, arthrodèse L3, L4, pas de déficit à H2, majoration des douleurs, paraparésie, 3/5. Vous connaissez le dossier. IRM, doute sur un hématome. Alors non, justement, là je l'ai mis en gris. D'habitude, on le voit, sur ma présentation, on voyait à peine. Donc, H11, doute sur un hématome. Vous oubliez la ligne reprise chirurgicale, je l'avais supprimée, justement. Et comme il y a un doute, vous n'êtes pas sûr qu'il y a un hématome, bah, vous ne l'opérez pas. Vous discutez, mais... Donc, complication, c'en est une. Préjudice, sérieux préjudice. Est-ce qu'il y a une causalité entre la complication et le préjudice? Bah, très clairement, oui. Est-ce qu'il y a une faute? Bah, là, pour le coup, oui. Il y a une faute. Il aurait fallu reprendre ce patient. Et donc, il y aura une indemnisation, une responsabilité de toutes les conséquences qui sont liées à la non-reprise chirurgicale. Donc ça, c'est vraiment le message principal. Des complications à tout ce que Thibaut a évoqué, par exemple, ça peut faire peur, cette liste incroyable. C'est pas grave, cette liste incroyable. C'est grave pour les patients, mais c'est pas grave pour la responsabilité. Votre responsabilité, elle n'est pas mise en jeu parce qu'il y a une complication. Elle est mise en jeu parce que vous ne réagissez pas correctement vis-à-vis d'une complication. Alors que le dossier, vous voyez, est quasiment le même et alors que les conséquences sont exactement les mêmes. Vous voyez que j'ai laissé ce patient sortir à 3+/5.
Dans le premier cas, il est à 3 plus sur 5, mais il n'y a pas de responsabilité. Là, il est à 3 plus sur 5, et il y a une responsabilité complète. Cas numéro 3. Bon, je ne vous refais pas le début. Donc à H10 post-opératoire, douleur, paraparésie. Et l'IRM n'est réalisé qu'à H20. On discute sur l'IRM, on réfléchit et on opère à H30. Ça, c'est quelque chose que l'expert va regarder de façon très étroite. Alors, la démarche, elle est correcte, mais les délais ne sont pas adaptés. Et là encore, on vous reprochera, non pas la complication, mais la mauvaise prise en charge de cette complication. Les conséquences, au final, pour le patient sont exactement identiques. Vous voyez qu'il a une paraparésie résiduelle. L'indemnisation pour le patient ne sera pas une indemnisation complète de la totalité de son déficit. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait imaginer qu'il ait été pris en charge correctement avec une IRM précoce et une chirurgie précoce, et pour autant avoir ce déficit identique. La preuve, c'est le premier dossier que je vous ai montré. La différence entre mon premier dossier et ce dossier-là, c'est une perte de chance. C'est comme ça qu'on dit. Peut-être que s'il avait eu son IRM à H11 et sa reprise chirurgicale à H12, l'évolution aurait été meilleure. On ne peut pas le dire, mais ça fait partie des hypothèses d'une évolution plus favorable. C'est comme ça que disent les juristes. L'expert qui va analyser ce dossier va dire, pour moi, s'il avait été opéré à H12, il avait une probabilité de 20%, 30% d'avoir une évolution meilleure et une récupération fonctionnelle satisfaisante. Et donc, votre assureur va indemniser ce prorata, donc c'est 20-30% du déficit qui est en lien avec l'hématome. Encore un dossier où vous voyez, là, ce qui est un peu grisé et qui aurait dû quasiment disparaître, c'est l'information du risque de paralysie. Tout le reste est exactement identique. Est-ce qu'il y a une complication ? Oui. Est-ce qu'il y a un préjudice ? Oui. Est-ce qu'il y a une causalité ? Oui. Est-ce qu'il y a une faute ? Oui. Alors, ce n'est plus une faute technique, c'est une faute de défaut d'information. Et là, ça revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Il n'y aura pas une implication complète de la totalité de la complication, des effets de la complication sur l'indemnisation. Il y aura une pondération de cette part de préjudice liée à la complication, pondération à la probabilité de soustraction à l'acte par le patient. Donc ce dossier, l'expert, il va essayer d'analyser en disant, est-ce que si le patient avait été informé de la possibilité d'un hématome et d'une paralysie complète, il se serait soustrait à l'acte. Et de façon très subjective, l'expert dira, pour moi, la probabilité qu'il se soustrait à l'acte est de 10%. Et donc, votre assureur devra prendre en charge 10% des préjudices liés aux conséquences de l'hématome. Il est possible aussi que l'expert, harcelé par votre médecin conseil, de votre assureur, décide que la probabilité de soustraction à l'acte, s'il avait été informé spécifiquement de ce risque-là, peut être considérée comme nulle, dans la mesure où il y avait une aggravation très sévère, que le patient était en train de perdre ses jambes, ses sphincters, son érection, et donc très rapidement, il aurait eu besoin d'une intervention chirurgicale qui présentait exactement les mêmes risques. C'est le dernier. Donc très similaire encore une fois. Mais vous voyez, cette fois-ci, sur l'IRM, non seulement on a un doute sur un hématome, mais on s'aperçoit que la vis L3 à gauche va dans le récessus. Reprise chirurgicale, évacuation de l'hématome, et les conséquences sont exactement identiques. Est-ce qu'il y a une complication ? Oui. Est-ce qu'il y a un préjudice ? Oui. Est-ce qu'il y a une causalité ? Oui.
Est-ce qu'il y a une faute? Voilà. On ne va pas rentrer dans une discussion qui pourrait durer très longtemps, mais oui, il y a une faute. Il y a une vis qui n'est pas bien placée, et qui va dans un organe qui n'était pas directement impliqué par le geste en question. Est-ce que pour autant, la faute est en relation de causalité avec le préjudice? Et là, la réponse est non. Et donc, votre médecin conseil de votre assureur sera là pour bien expliquer à l'expert pendant la réunion d'expertise que si cette vis L3 gauche avait eu des conséquences préjudiciables, probablement, déjà, elle n'aurait pas donné une paraparésie complète. Et puis surtout, il y aurait eu un déficit post-opératoire qui n'était pas présent. Donc ça, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a une faute que forcément cette faute est responsable du préjudice. Et lorsque vous irez en expertise, il faudra bien dégager les fautes préjudiciables des fautes non préjudiciables. Et là, cette vis L3 gauche que vous avez repositionnée à H12 n'est pas préjudiciable. Et donc, il n'y aura pas de conséquences, on va dire, indemnitaires pour le patient. Comprenez bien? Alors, on rentre un petit peu dans le théorique. On va se concentrer uniquement sur certains éléments. Vous voyez, quand un patient veut, entre guillemets, porter plainte contre l'hôpital ou contre vous, il s'offre à lui plein de possibilités. Il peut envoyer une lettre au service, il peut envoyer une lettre à l'hôpital, il peut déclencher le CRUC-PC, il peut demander une indemnisation de la part de votre assureur ou de l'assureur de l'hôpital, il peut faire une plainte au Conseil de l'ordre, il peut aller à la commission de conciliation et d'indemnisation, il peut aller au tribunal civil ou administratif qui est équivalent, ou il peut aller au pénal. Et il y a une espèce de gradation, vous voyez. Alors, on ne va pas parler du pénal, parce que c'est vraiment plus qu'exceptionnel. On pourrait faire un cours dessus si vous voulez, mais ce n'est pas du tout le sujet, c'est vraiment rare. J'avais quand même envie de vous présenter tous les éléments qui viennent devant le tribunal, qui viennent devant la plainte, que ce soit en CCI ou en civil au TGI. Pourquoi? Parce que souvent, il y a cette démarche, il y a cette escalade. Et cette escalade, vous devez la connaître. Bien souvent, si on répond correctement au précontentieux que voudrait lancer un patient ou que voudrait lancer une famille, on arrive à arrêter cette escalade. C'est vraiment important. Si vous savez réagir, si vous savez discuter, si vous savez informer, si vous savez écrire un bon rapport, j'en discutais tout à l'heure, un bon rapport circonstancié qui décrit ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait tel acte, pourquoi telle anomalie qu'on a pu repérer dans le dossier n'a pas de conséquences préjudiciables, vous verrez que vous pourrez éviter un certain nombre de contentieux. J'ai eu un certain nombre, moi, de pré-contentieux où le patient a envie de porter plainte, en faisant un bon rapport circonstancié qui décrit la chose. Voilà, ça fait 16 ans que j'ai mon diplôme. Pour l'instant, je n'ai jamais eu à aller à une expertise. Donc, j'insiste sur cette notion d'escalade. Si vous arrivez à réagir correctement à toutes les étapes précédentes, vous pourrez éviter un certain nombre de contentieux au tribunal. Ça veut dire qu'en tant que chirurgien, quand tu vois arriver un courrier comme celui-là, tu fais toi une réponse assez constante. Je fais quasiment une expertise sur ma situation. Et j'écris un rapport circonstancié, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que votre juriste à l'hôpital va vous dire, voilà, on a reçu un courrier de demande d'indemnisation ou de pré-contentieux, c'est-à-dire on va au contentieux si on n'a pas une indemnisation. Le juriste de l'hôpital vous demande d'écrire un rapport circonstancié. Si vous faites ça à la va-vite, ou c'est l'interne qui rassemble quelques petits éléments, ou vous photocopiez juste l'observation médicale, ça va mal se passer. Et le patient, il ne va pas comprendre et il va aller au contentieux. Alors que si vous écrivez un pré-rapport qui est quasiment une expertise déjà toute faite, le patient, il a ça dans les mains. D'abord, il peut comprendre, il faut essayer d'être assez pédagogue. Et puis, s'il a un avocat qui le guide dans tout ça, l'avocat, il va lire, il va dire, écoutez,
je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là, parce que on montre bien qu'il n'y a pas de faute, et les quelques anomalies qu'on peut trouver dans le dossier ne sont pas préjudiciables. Quand on n'est pas bien souvent, on est au courant, c'est rare. Alors, Moi, je suis passé depuis 15 ans, j'étais dans une structure où on avait quand même pas mal de PAM, c'est les 4500 interventions par an. On reçoit, moi sur le genre des cas, on est au courant, on est là-dessus parce qu'on reçoit un truc de la CCI. Ouais. Moi, j'ai reçu là pour la première fois de mon installation en 15 ans une lettre d'un avocat qui dit on peut peut-être s'arranger hors procédure de CCI. J'étais très heureux et j'espère, je vais suivre ton conseil, mais l'immense majorité des cas, c'est une lettre de la CCI, c'est déjà parti parce que c'est gratuit à partir du moment où il y a ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que je me suis plongé dans tous les dossiers de la MACSF sur ces 15 dernières années. Je ne sais pas s'il y en a qui viendra cet après-midi pour vous en parler. Des demandes de conciliation, des choses comme ça, enfin, hors démarche tribunal, c'est 50% pour leur chirurgie. Pour le rachis, c'est seulement c'est peanuts, quoi. Les gens vont directement à une procédure de CCI ou de tribunal civil. oui, alors je pense qu'il y a deux façons en amont et en aval d'éviter ça. Je crois qu'il faut détecter un peu en avance les patients qui, d'abord, c'est ceux qui ont des complications, assez souvent, et d'expliquer et de montrer qu'on est ouvert à cette explication pédagogique. Il m'est arrivé une fois d'avoir une procédure qui était, pour moi, je veux dire, qui était engagée en CCI. J'ai fait ce pré-rapport, enfin cet rapport circonstancié que j'ai adressé à tout le monde. Voilà. Et la CCI m'a envoyé un courrier disant le patient a arrêté la procédure. Voilà. Est-ce qu'on va pousser le vice en allant plus loin? Parce que dès que tu as une complication un peu lourde, tu fais déjà un pré-rapport circonstancié que tu envoies à ton patient. Est-ce que c'est... Alors oui, c'est une des diapos. Exactement. C'est ce qu'on appelle de la prévention secondaire, c'est-à-dire que le risque n'est pas encore totalement déclaré, mais on sait très bien que ça peut arriver. Et donc, si c'est un message que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est quand vous avez un patient qui a une complication, c'est ce dont vous devez vous occuper le plus. Il ne faut pas avoir la réaction inverse. Assez naturellement, on pourrait avoir envie d'aller voir les patients qui vont bien. Bonjour Madame Dupont, comment ça va? Vous allez bien? Vous avez marché ce matin, c'est génial. Et puis d'éviter les chambres où ça va mal. C'est l'inverse qu'il faut faire. Vous allez voir surtout les patients qui ne vont pas bien. Vous allez voir surtout les patients qui ont une complication ou qui ont une anomalie dans la prise en charge. Donc ça, c'est de la prévention secondaire. Et notez dans le dossier tout ce qui s'est passé, toutes les explications que vous avez données. Notez pourquoi vous avez pris une décision, sur quels arguments. L'expert ne sera pas forcément d'accord parce qu'il fait partie d'une école ou d'une autre, mais à partir du moment où vous avez écrit pourquoi vous l'avez fait et que c'est acceptable, il devra reconnaître qu'il n'y a pas de faute. Faites-le, écrivez-le, surtout que bien souvent, ces procédures civiles surviennent plusieurs années après les faits. Et si vous n'avez pas écrit des choses dans le dossier, ce n'est pas simplement un problème de support et de preuve, ce sera aussi un problème de mémorisation. Donc, écrivez tout ça. Alors, un autre principe incontournable du droit, ce n'est pas vrai que pour la médecine, c'est pour tout. Quand vous voulez engager une responsabilité et obtenir une indemnisation, puisque c'est la base du procès civil, c'est obtenir une indemnisation, il faut 3 éléments essentiels. Il faut une faute, et on l'a rappelé régulièrement, et la loi du 4 mars 2002 a rappelé de façon incontournable qu'il faut une faute pour engager cette responsabilité. Il faut un dommage. Ça ne suffit pas qu'il y ait une faute. On n'indemnise pas une faute, on indemnise un dommage. Donc il va falloir prouver qu'il y a un dommage sur le patient. Et ces 2 éléments ne sont pas suffisants. Il faut une causalité. Il faut que le dommage soit imputable à la faute. Et je ne parle pas d'une corrélation. Il ne faut pas qu'il y ait une corrélation entre les deux. Il faut qu'il y ait une causalité. Encore moins une co-occurrence. Vous apprendrez, si vous faites de la médecine légale, co-occurrence, corrélation, causalité. Il faut qu'il y ait une causalité, que la faute soit directement responsable du dommage, avec des critères d'imputabilité. Il y a 7 critères d'imputabilité pour dire qu'un dommage est lié à une faute. Et tous ces éléments-là, la faute, le dommage, la causalité, c'est au demandeur, c'est-à-dire au patient qui demande une indemnisation, d'en apporter la preuve. Sauf dans quelques cas, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail,
J'en suis désolé. Alors, il y a un cas un peu particulier qui sort, parce qu'on commence tout de suite par un cas qui contredit la règle générale, c'est l'infection. L'infection, c'est quelque chose de relativement important, puisqu'il y a on considère qu'il y a à peu près 9 à 10 000 morts par an à cause des infections nosocomiales. Et le législateur, ne trouvant pas de moyen de lutter contre les infections, n'a pas trouvé de meilleur moyen que de dire à partir de maintenant, quand il y a une infection, il y a une présomption de responsabilité. Et donc l'institution, l'hôpital, la clinique, va être considérée comme responsable de l'infection, sauf à apporter la preuve d'une cause étrangère. Et croyez-moi, apporter la preuve d'une cause étrangère dans une infection, c'est extrêmement compliqué. Alors c'est que les institutions, c'est que les cliniques, c'est que les hôpitaux, ce n'est pas les praticiens. Si vous êtes praticien privé dans une clinique, votre assureur n'est pas responsable d'aller gérer les infections et les conséquences des infections. Alors pour rentrer un peu plus en détail, quand vous avez un patient qui a une infection, première question, est-ce que c'est lié aux soins? Si ce n'est pas lié aux soins, il n'y aura pas d'indemnisation. Si c'est lié aux soins, on va se poser une première question, est-ce qu'il y a une faute? Alors une faute, c'est mauvaise antibioprophylaxie, mauvaise dose d'antibioprophylaxie ou absence de traçabilité de cette antibioprophylaxie, un problème de stérilisation ou de traçabilité de la stérilisation. Et puis l'autre faute très fréquente, c'est la mauvaise prise en charge de la complication. Ce n'est pas l'infection en elle-même. Le retard diagnostique, le retard thérapeutique, le mauvais choix d'antibiotiques. Si on trouve une faute, là pour le coup c'est votre assureur, même si vous êtes chirurgien dans le libéral, c'est votre assureur qui indemnisera les conséquences de l'infection. Et à chaque fois, je rappelle, vous voyez en bas, on indemnisera uniquement les conséquences de l'infection. On ne va pas prendre en charge la totalité du handicap du patient. On va analyser finement quelles sont les conséquences de cette infection et uniquement les préjudices liés à cette infection seront indemnisés. Et s'il n'y a pas de faute et qu'on n'est pas capable de montrer qu'il y a une cause étrangère, alors une cause étrangère, c'est une histoire de force majeure, vous pouvez presque oublier, c'est exceptionnel qu'on puisse la démontrer. Soit les conséquences en termes de déficit fonctionnel permanent sont inférieures à 25%, et c'est l'assureur de l'institution qui prendra en charge les conséquences de l'infection, soit le déficit fonctionnel permanent en lien avec cette infection est supérieur à 25%, et dans ce cas-là, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, c'est-à-dire les contribuables d'une manière générale, qui prendront en charge l'indemnisation de ce préjudice. Tout à fait. C'est quand même très différent, parce que c'est pour ça que dans les expertises, vous avez à la fois le médecin de recours et l'assureur et l'avocat du chirurgien, mais également le médecin de recours et l'assureur de la clinique. Ils ne sont pas forcément, à ce moment-là, forcément en accord. Ils ne cherchent pas à l'être. Tout à fait. Hein. C'est important. Hein. On assume ses fautes, que ce soit une faute de la clinique, et dans ce cas-là, ce sera l'assureur de la clinique, hein, si c'est un problème de stérilisation ou ce genre de choses. Si c'est une faute du chirurgien, c'est la responsabilité civile du chirurgien qui prendra en charge cette faute. Alors que quand on est dans une responsabilité sans faute, hein, établie par la jurisprudence de 1999, puis par la loi du 4 mars 2002, celle-ci ne concerne que les institutions sanitaires et pas les chirurgiens libéraux. Étienne, je vais te demander si on peut accélérer. Ouais, alors on va passer l'aléa thérapeutique. Voilà, sachez qu'il existe, mais par contre, quand même sur l'aléa thérapeutique, on doit dire juste un mot. Hein. Je vois souvent des chirurgiens qui pensent qu'il y a d'un côté les fautes et de l'autre les aléas thérapeutiques indemnisables. Non, il y a les fautes, c'est rare. Il y a les aléas, c'est exceptionnel. Et puis entre les deux, vous avez toutes les complications ni fautives, ni aléas thérapeutiques au sens de la loi du 4 mars.
qui seraient indemnisables. Vous avez l'immense majorité des complications qui sont tout simplement pas indemnisables. On peut considérer comme l'histoire naturelle de la pathologie. Tout à fait, ouais, qui est un... Parce que si le malade devait présenter un déficit ou autre, parce que si on ne l'avait pas traité, c'est ni un aléa ni une faute. Voilà. Et donc, dans la prévention de ce genre de choses, dans la discussion pédagogique que vous devez avoir avec vos patients, puisque je n'aurai pas le temps de montrer la diapo en question, vous devez expliquer que, certes, il y a une complication, mais c'est ni une complication fautive, ni une complication exceptionnelle et anormale qui donnerait lieu à une indemnisation. On est dans cet immense peloton de complications qui donne lieu à rien. Donc, vous pouvez toujours dire aux patients, faites ce que vous voulez, portez plainte si vous voulez, allez en CCI si vous voulez, mais vous n'êtes ni dans une complication fautive, ni dans un aléa thérapeutique, vous perdez votre temps. Alors, il ne faut peut-être pas leur parler comme ça, mais c'est un peu l'idée. Le défaut d'information, on en a déjà pas mal parlé, on va passer. Et globalement, le schéma principal que vous pouvez garder en tête, c'est la prise en charge de la complication. Alors, dans une complication, soit il y a une faute. Est-ce que cette faute est responsable de façon complète du préjudice? Oui. Dans ce cas-là, c'est votre responsabilité civile qui prend en charge. Est-ce que cette faute est certes responsable d'un préjudice, mais on n'en est pas totalement sûr? C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir une évolution plus favorable si vous n'aviez pas fait cette faute, mais l'évolution aurait également pu être identique si vous n'aviez pas fait la faute. On parle alors de perte de chance que l'expert va estimer dans un pourcentage, et votre responsabilité civile prendra en charge ce prorata d'indemnisation du préjudice du patient. Et puis dernière faute, c'est le défaut d'information dont on a parlé. Le défaut d'information va être interprété comme une probabilité de soustraction à l'acte et le patient sera indemnisé au prorata de cette probabilité de soustraction à l'acte pour ce qui est du défaut d'information ayant provoqué un préjudice direct. Et puis, il y aura éventuellement une petite indemnisation liée au préjudice psychologique d'impréparation par un patient qui ne connaissait pas cette complication. Et vous voyez que j'ai mis une grosse même flèche grise qui va de la faute jusqu'à pas d'indemnisation. C'est que dans un bon nombre de cas, on trouve des fautes. Quand vous faites 2-3 expertises par semaine, croyez-moi, vous trouvez des anomalies de prise en charge partout. Mais si cette faute n'a eu aucune conséquence en termes préjudiciables, la faute ne donnera pas lieu à une indemnisation. Et ça, c'est important de le savoir. Et quand vous n'avez pas de faute, vous voyez, il y a quand même quelques cas où il va y avoir une indemnisation sans faute. Il y a l'infection, on en a parlé, c'est mon schéma précédent. Et puis, il y a l'éléa thérapeutique qui, dans certaines situations, va être pris en charge par l'ONIAM et dans d'autres situations, ne va pas donner lieu à d'indemnisation. La prévention, on n'a pas le temps, c'est ça, Jean ? Alors, sachez qu'il existe plusieurs préventions. La prévention primaire, c'est faites en sorte de tracer, d'informer pour tous les patients. La prévention secondaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous avez une suspicion qu'il y a une anomalie, il y a une complication, et donc on va pouvoir aller au contentieux, prenez encore plus de précautions pour vous préparer à une éventuelle réunion d'expertise. Et puis la prévention tertiaire, c'est quand il y a un contentieux qui est en cours, comment vous faites pour en limiter les effets. Voilà, il y en aurait pour 1 heure ou 2 supplémentaires pour parler de ça. J'avais encore quelques cas cliniques que je voulais vérifier à chaque fois sur mon schéma, dans quelle branche on se situe, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, est-ce que s'il y a faute, c'est juste une perte de chance, est-ce que ça donne lieu à une indemnisation, à quel niveau, mais on n'a pas le temps, une paraplégie post-opératoire, un déficit à la suite d'une hernie discale simple, est-ce que c'est une faute, est-ce que ce n'est pas une faute, comment on fait dans un compte-rendu opératoire pour orienter l'expert pour qu'il pense que non, ce n'est pas une faute, c'est plutôt un aléa. Il faut savoir écrire les choses correctement dans le compte-rendu opératoire pour orienter l'expert. Et voilà, encore un autre. Bon, je m'arrête là. Eh bien, merci beaucoup Étienne pour cet exposé que nous avons dû un peu raccourcir. Je vous propose de faire la pause déjeuner et d'essayer de reprendre vers 14h pour
rattraper un peu notre retard et finir à l'heure.